bonjour à toutes et à tous. Et ravi de pouvoir partager avec vous les premiers éléments de synthèse d'un travail qui a commencé il y a un an et qui a donc associé la FING et l'IDRI. Côté FING, ça s'inscrivait dans une série de chantiers urbains et on avait vraiment le souci d'essayer de creuser un peu mieux, de s'intéresser en fait aux raisons pour lesquelles l'innovation numérique est coincée sur un certain nombre de sujets dans plutôt le champ urbain. Et puis, un des grands angles morts de l'innovation numérique, c'est l'écologie de toute façon. Et c'était évident que le travail d'équipe avec l'IDRI s'imposait d'une certaine manière. Donc, malgré les apparences, on va faire une restitution à deux voix, mais Mathieu... Je fais la première mi-temps, Mathieu fait la deuxième mi-temps. C'est un travail qui a associé beaucoup de monde. En fait, il y avait beaucoup de partenaires, parce qu'il y avait les partenaires de la FING et les partenaires de l'IDRI. Donc on n'a pas pu les mettre, il y en avait tellement. Mais bon, les partenaires habituels de la FING et côté IDRI, ils ont un club ville avec plein de grands délégataires de services. Donc on a eu l'occasion d'avoir des échanges extrêmement intéressants. Pour vous dire un petit peu quand même le cheminement et la méthode d'Audacities, c'est pour ça qu'on parle de ville numérique réelle, ce qui est un peu audacieux et ambitieux, mais il y a de l'audace dans Audacities. On s'est intéressé, on est allé observer sur 5 sujets différents les choses telles qu'elles se passaient sur le terrain. Donc on s'est intéressé au commerce, on s'est intéressé à ce qu'on appelle la mesure distribuée, c'est-à-dire tout ce qui est cartographie citoyenne ou mesure de la qualité de l'air citoyenne par exemple. On s'est intéressé à ce qu'on a appelé les liens sociaux, mais toutes les plateformes qui proposent de nouvelles formes de sociabilité, les mobilités bien sûr, un grand sujet, et les civic tech. Voilà. Et puis ensuite, on a eu toute une série d'ateliers pour, je dirais, raffiner un peu ce que nous ont appris ces 5 observations différentes et en même temps convergentes. Le point de départ d'Audacity, c'était vraiment de se dire le numérique a rendu la ville plus ingouvernable qu'avant. On était à l'époque, il y a un an, en pleine polémique sur la disruption, les disrupteurs et comment les nouveaux acteurs et les grandes plateformes perturbaient les jeux d'acteurs urbains. Ce qu'on a pointé dès le départ d'Audacity, c'est que, et c'est ça qui nous intéressait au départ, c'était de se dire finalement il y a vraiment une divergence entre ce qu'on peut observer dans la ville numérique réelle et puis le scénario que racontent tous les prosélytes de la Smart City depuis un certain temps. Et donc ça valait le coup quand même de s'y intéresser. Il est clair que donc le rôle des grandes plateformes du numérique est très important là-dedans. Ils bousculent tout, ils bousculent les usages et les usagers, ils bousculent les jeux d'acteurs publics et privés. Il ne faut pas négliger également dans ce contexte un peu général ce qui se passe du côté de la transformation numérique à la fois de l'État et des services publics urbains, où il y a des dynamiques parfois engagées depuis longtemps et qui commencent à produire des effets, des accélérations de ce côté-là. Et bref, tout ça faisait de la ville pour nous à la fois le laboratoire et une chambre d'écho extrêmement intéressante de toutes ces formes de disruption qu'on voulait un petit peu regarder de plus près et sans doute aussi se débarrasser d'un certain nombre d'images un peu toutes faites. Donc, première série de conclusions de nos travaux Audacities. Oui, le numérique déstabilise la ville, mais pas autant qu'on l'imagine. Ce qu'on a vraiment compris assez rapidement, c'est qu'il y a des intensités extrêmement variables de ce qu'on appelle les disruptions. Elle est par exemple, pour l'instant, très très faible dans la civic tech. Il y a eu beaucoup de choses racontées autour de ça. Vous avez des promoteurs de la civic tech qui vous parlent de hacker la démocratie. Bon, pour l'instant, les civic tech restent dans un registre extrêmement sage de la participation et des modalités de démocratie numérique, puisque les civic tech s'inscrivent quasiment toutes dans tous les champs qui relèvent d'une sorte d'impératif participatif. On doit discuter d'un certain nombre de choses obligatoirement sur les sujets urbains, sur un certain nombre d'autres sujets. Et les civic tech qui n'ont pas de modèle économique ont bien besoin de cet impératif participatif pour pouvoir exister aujourd'hui.
dis pas que c'est fini, mais en tout cas, la disruption aujourd'hui est extrêmement faible, alors qu'elle est extrêmement forte dans la mobilité. Hein. C'est là où elle a eu le plus de visibilité, le plus d'actualité. C'est là où de grandes plateformes jouent des jeux extrêmement importants. On s'est intéressé au commerce et c'était intéressant de voir que la disruption est à venir dans le commerce. Elle n'a pas encore eu lieu. Même si le e-commerce est un secteur qui a des taux de croissance à 2 chiffres, le secteur du commerce lui-même est tellement immense que pour l'instant, même les professionnels du secteur du commerce disent le e-commerce c'est 9-10% du volume général. C'est des chiffres des associations professionnelles. Donc ça n'est pas encore là, mais ça ne veut pas dire que ça va pas arriver. Et ce qui est fascinant dans le commerce aussi, c'est de voir les grandes manœuvres des grandes plateformes, des géants de l'Internet. Il y a une grande bataille qui s'annonce entre Amazon et Alibaba. Et il y a vraiment là... je dirais aussi, c'est discret, parce que dans le commerce, on s'est aussi intéressé à tous les aspects de logistique urbaine. Et là aussi, il y a de très très grandes manœuvres en cours. Dans la mesure distribuée, il y a, je dirais, des choses extrêmement intéressantes au niveau de la cartographie, par exemple, notamment dans les nouvelles articulations entre acteurs publics, privés, citoyens, OpenStreetMap, BAN. Voilà, mais c'est un peu comme Wikipédia, c'est un exemple un petit peu isolé. On attend encore d'autres déclinaisons. Et par exemple, dans le secteur de la qualité de l'air, la mesure citoyenne, pour l'instant, elle est quasiment ignorée. Enfin, en tout cas, les acteurs publics ne savent pas très bien quoi faire de ces mesures citoyennes. Donc, des disruptions aux intensités très variables, pardon. Et nous, on a commencé à proposer une sorte de grille de lecture de la disruption. Alors, il faudrait que j'arrête de dire disruption, parce qu'on a eu un débat interne dans Audacities, et finalement, on préfère parler de déstabilisation, disruption étant un buzzword un petit peu trop connoté. Donc, on propose une première grille de lecture, 5 critères, le pouvoir financier des modèles économiques. Et là, on voit bien qu'entre les startups qui ont de très faibles moyens, qui sont extrêmement dépendants de tous les dispositifs de soutien financier, et les grandes plateformes aux moyens financiers démesurés, là, l'écart est maximal. Même si certaines plateformes aux moyens financiers démesurés ont des modèles économiques extrêmement fragiles. Enfin, Uber cherche toujours le sien et se projette dans des innovations à venir du type voiture électrique et mobilité intelligente pour essayer d'atteindre ce modèle économique. Deuxième critère, la remise en question de l'acteur public. Alors là aussi, dans la mobilité, on a vu, bien entendu, des situations très, très tendues et des jeux d'acteurs obligés de réagir de manière tout à fait intéressante. Donc très fort dans la mobilité, et encore une fois, faible dans les civic tech. Un troisième critère qui nous paraissait intéressant, c'était du point de vue d'une ville, de voir un petit peu de quelle manière un certain nombre d'innovateurs proposaient des représentations concurrentes des représentations traditionnelles de la ville. Par exemple, Waze, qui individualise l'infotrafic, finalement aboutit à proposer une autre représentation du trafic qui est à l'opposé des représentations traditionnelles, entre un panneau d'information collectif sur la route et un écran individuel dans une bagnole. Là, on a deux modes de représentation qui ne se concurrencent pas, mais qui vont se troubler l'un l'autre. Et on voit bien qu'il y a des choses à chercher pour... et d'ailleurs, Waze le fait avec son programme Connected Citizens. Tous ces gens-là maintenant dialoguent avec les villes, mais on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est un peu remis en question et à laquelle il faut sans doute continuer de s'intéresser. C'est pareil pour les mesures de pollution de l'air. Ça produit des représentations concurrentes, ça trouble à la fois les représentations, les discours et les jeux d'acteurs. Quatrième critère, la dépendance aux ressources de la ville. On voit bien que moins on est dépendant des ressources de la ville, qu'il s'agisse d'espaces publics, de données publiques, ou d'autorisation, moins on en est dépendant et mieux on peut disrupter, on peut déstabiliser les choses. Et puis enfin, un cinquième critère, et la liste n'est pas du tout exhaustive bien entendu, c'est les pratiques de ces innovateurs en matière de captation et d'usage des données personnelles. On voit bien que là aussi il y a des abus, des extrémités et certainement la nécessité de discuter autrement de ces différentes questions. Deuxième élément qui nous a frappé dans nos travaux d'Audacities,
c'est ce qu'on a appelé le foisonnement uniforme de l'innovation urbaine. Hein, on voit bien qu'il y a un modèle dominant dans l'innovation urbaine, qui est l'innovation start-up, hein, qui bénéficie, alors qui a fait tache d'huile. Aujourd'hui, vous avez absolument toute la grammaire, on en a mis quelques exemples ici, et tous les ingrédients de l'innovation numérique qui sont mobilisés à tous les étages et à tous les niveaux. Ce modèle d'innovation dominant bénéficie d'un soutien actif, fort, puissant de tous les acteurs publics, État, collectivités territoriales, territoires divers et variés. Ce foisonnement d'innovation, encore une fois, uniforme et un peu monotone, en fait, brouille la lecture, complique leur évaluation. On a eu très régulièrement des entretiens avec des responsables politiques ou techniques de certaines collectivités. On voit bien que ça n'est pas du tout facile pour eux de se repérer dans ce foisonnement. Et puis on se pose vraiment une question par rapport à ce foisonnement, à cette profusion d'innovation. C'est à quelles questions ces réponses répondent-elles? Enfin, bon, parfois on a l'impression qu'on a d'abord la réponse et que la question on la cherche et que sans doute à un moment donné il va falloir se la poser. Bon, et est-ce que tous les territoires doivent-ils faire pousser des startups locales? C'est une petite provocation, mais bon, on a tous assisté à des phénomènes de hackathonite aiguë et de mobilisation de toute cette grammaire et de tous ces discours pour parfois des résultats un peu éloignés des objectifs. Nous, ce qu'on dit, on n'est pas contre l'innovation start-up, on est même à la FING parmi les premiers à avoir poussé un peu ce dispositif, hein, donc il ne s'agit pas du tout de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il s'agit d'essayer d'apporter un petit peu de stabilité intellectuelle là-dedans et de distance critique. Le premier point, c'est que ce soutien s'inscrit très souvent d'abord dans une logique de développement économique et de soutien au développement économique. Donc il ne s'agit absolument pas d'accuser le soutien au développement économique, mais de relativiser un peu les choses, notamment en termes de création d'emplois et de valeur sur les territoires. Si on fait par exemple le parallèle avec le secteur de l'ESS, on voit bien que les startups numériques créent quelques milliers d'emplois par an, le secteur de l'ESS en crée beaucoup plus. Alors vous me direz, là, le gouvernement a annoncé très récemment French Impact, et on peut peut-être un peu s'en inquiéter puisqu'il s'agit de start-upiser l'ESS. Donc voilà, là on est en plein dans ce débat. Et puis quand on parle de foisonnement uniforme, bah, c'est le fait que ce soit un modèle qui domine absolument tous les autres, bah, on arrive à de la production de solutions en série qui se ressemblent toutes malheureusement et qui par ailleurs sont des solutions extrêmement morcelées qui ne s'attaquent à chaque fois qu'à un petit bout du problème et qui laisse dans toute une série d'angles morts plein de problèmes qui pourraient être abordés autrement et plein de modèles, d'autres modèles d'innovation comme l'innovation sociale, modèles associatifs, coopératifs, qui passent un petit peu à la trappe du fait de cette domination de ce modèle. Je pense que je dois être un peu en retard, je vais essayer d'aller plus vite. Ça va? Bon. Bon, dernier élément, avant que je passe la parole à Mathieu, la question qu'on se pose dans Audacities, c'est si on a aujourd'hui les stratégies à mettre en face de ce foisonnement uniforme. Le constat qu'on peut faire, c'est que cette innovation très morcelée, très technosolutionniste, très problem-solving, bon, est-ce qu'elle peut vraiment faire système? Est-ce qu'elle peut produire une série d'éléments de réponse qui permettent de s'orienter vraiment vers une ville plus durable, comme c'est un de vos objectifs ici dans Transition au carré? Bon, on propose quelques pistes dans le rapport qui sortira dans quelques jours. Nous, il nous semble, et plusieurs de nos interlocuteurs nous encourager à aller dans cette direction. Et il nous semble qu'il faut sans doute commencer par mettre l'innovation en débat. Aujourd'hui, l'innovation fait rarement l'objet de débats. Les politiques d'innovation rendent rarement des comptes finalement aux citoyens, aux citadins et aux élus, aux électeurs que nous sommes.
Nous, quand on regarde les métropoles par exemple, il nous semble que on aimerait bien voir pour les prochaines élections municipales, dans les programmes des candidats, des positions par rapport aux différents modèles d'innovation, leurs stratégies, leurs choix, ce qu'ils veulent privilégier, ce contre quoi ils veulent se battre. Mais ça nous semble important de faire émerger, de rendre plus explicite toute une série de choses qui aujourd'hui sont encore le plus souvent implicites. Il nous semble par exemple, alors je crois que c'est un peu le cas dans certaines collectivités, mais pourquoi sur le modèle du budget participatif, n'y aurait-il pas un budget participatif de l'innovation, en tout cas qu'on puisse réellement utiliser ce dispositif qui rencontre un certain succès pour en profiter pour mettre en débat l'innovation. Il nous semble également qu'il faut travailler à cette question de l'écart et parfois du vide qui existe entre un certain nombre de grands objectifs qui sont fixés par les élus, les responsables des métropoles ou des collectivités, zéro déchet, zéro voiture, zéro tout ce que vous voulez, et puis le grand écart entre ça et les hackathons. J'étais à Rennes la semaine dernière pour InOut, où je présentais également un certain nombre de ces éléments, et j'avais en face de moi une responsable de l'innovation de Rennes Métropole qui me confirmait que c'est parfois compliqué pour les responsables territoriaux, une fois le hackathon terminé, de mettre en musique un certain nombre de ces pistes. Donc il nous semble, nous, qu'il manque des échelons intermédiaires, il manque des barreaux dans cette échelle, et il faut sans doute travailler sur ces éléments méthodologiques, organisationnels, pour pouvoir réellement avancer sur toutes ces questions. Il nous semble également, alors on a appelé ça Agora d'innovation, mais qu'on passe par des débats locaux et qu'on, finalement ici, l'idée importante à faire passer, c'est qu'on essaye aussi de faire valoir un certain nombre d'objectifs collectifs et de dépasser la seule sphère individuelle et de donner son avis sur telle ou telle question pour basculer sur un modèle où on va faire un certain nombre de choix qui vont dépasser nos simples préférences d'usagers et de nos consommateurs pour rejoindre des objectifs réellement collectifs et qui se posent des mises en œuvre collectives et des pratiques collectives. Voilà pour cette première partie.